bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Boris Diliès. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes bourgmestre d'Uccle et maire et futur ex-député bruxellois parce que vous laissez tomber le siège de député demain. On va en parler. Mais tout d'abord, je voudrais qu'on parle de ce plus grand tunnel bruxellois qui va faire l'objet de grands travaux. 3 ans pour rénover ce fameux tunnel Léopold II, avec travail de nuit et fermeture en journée, en tout cas cet été. Alors, quelle est votre réaction? Je vous propose 3 types de réactions. Réaction A, il était temps qu'on le rénove, ce tunnel. Réaction B, encore un peu d'immobilité à prévoir dans Bruxelles. Et réponse C, ça ira mieux demain. Alors, quelle est votre réaction? Il était temps qu'on le rénove. Oui. C'est évident. Ça, c'est évident parce qu'en même temps, on ne peut pas à la fois se plaindre. Moi, j'ai beaucoup dénoncé un problème dans la gestion des infrastructures bruxelloises lorsque j'étais au Parlement. On ne peut pas à la fois dénoncer les failles d'entretien et en même temps se plaindre lorsque on fait un véritable entretien. Et ici, c'est un entretien très important. Il est nécessaire. C'est quand même, c'est 60 000 véhicules par an, ce tunnel. Donc il faut prendre son mal en patience. Mais si vous voulez, ici, ce que je constate, et ça c'est quand même positif aussi, c'est que je trouve que le planning, c'est assez long, puisqu'on parle de 3 ans. Mais en attendant, on parle effectivement de travailler la nuit, de travailler le week-end, de travailler les jours de vacances scolaires. Je pense que c'est une bonne approche parce que, à nouveau, aujourd'hui, ici et maintenant, il n'y a pas d'alternative. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on va le voir comme ça. Et le fait que vous quittiez donc quand même un domaine qui vous intéresse beaucoup, les infrastructures, ça vous fend pas le cœur parfois? Vous savez, on n'aurait plus l'occasion de parler de tunnels et de ponts et de mobilité. La vie politique, elle est riche, elle est variée, donc j'aurai encore beaucoup l'occasion justement de parler de mobilité dans ma commune. Et puis ensuite, je veux dire, on verra pour la suite, mais de manière générale, beaucoup de choses m'intéressent, donc non, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, vous aviez prévu de quitter votre poste de député, vous l'aviez dit ici. Absolument. Vous partirez en janvier, une fois que le plan taxi sera voté. Vous n'êtes pas un bon voyant, parce que le plan taxi, il n'est toujours pas voté et il a l'air d'être loin d'être voté. Oui, ça c'est une déception. J'avais dit effectivement que moi je voulais mettre toute mon énergie pour que ce plan taxi sur lequel j'ai beaucoup travaillé puisse voir le jour, parce que je pense que Bruxelles en a besoin, notamment sur des aspects aussi de mobilité, et qu'aujourd'hui on a un vrai brouillard, et donc ça n'est pas du tout positif. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Mais d'autres personnes étaient irremplaçables, d'autres vont certainement continuer. Il n'y avait pas moyen de mettre en place une majorité alternative? Absolument. Pour voter et ce plan? Là-dessus, je tiens à dire d'ailleurs, parce que on a tendance, d'abord d'ailleurs dans ce gouvernement, parfois à taper beaucoup sur Pascal Smet comme ministre de la Mobilité. Moi, je tiens à être correct. Sur le plan taxi en tant que tel, je veux dire, Pascal Smet n'a pas du tout fait preuve de dogmatisme. Il a présenté un projet de plan qui était en grande partie aussi d'ailleurs inspiré quelque part du projet qui avait été déposé en son temps par le mouvement réformateur, parce que là-dessus, il ne fallait pas de dogme. Et on a sur la table un projet qui, selon moi, est parfaitement équilibré. Mais la réalité, soyons clairs, c'est que dans le gouvernement, aussi bien les socialistes que des filles font preuve d'un grand conservatisme, parce que je crains fort effectivement que durant cette législature, là-dessus aussi, rien ne se fasse, rien ne se passe, et qu'on mette la poussière sous le tapis. C'est dommage, mais là-dessus, il faut constater effectivement que malheureusement, Pascal Smet est, me semble-t-il, isolé, alors que c'est vraiment un dossier sur lequel il a été courageux. Alors peut-être qu'il pourrait faire équipe avec Céline Frémaux, qui, elle, est isolée sur les allocations familiales. Alors, vous quittez donc ce poste de député pour être bourgmestre d'Uccle à temps plein. Et donc, du coup, il y a une espèce de chaise musicale. Vous quittez, c'est le premier suppléant qui prend votre place, c'est David Weitzman, qui est échevin à la ville de Bruxelles, qui lui sera remplacé là-bas par Clémentine Barzin. Mais Julie Boll, qui était la deuxième suppléante, apparemment, on lui avait promis votre place. Et là, elle se retrouve un peu lâchée, d'ailleurs. Elle critique très, très fort le MR. Qu'est-ce que vous avez à lui dire, vous, à Julie Boll? Écoutez, moi, je comprends qu'on puisse être déçu, par ailleurs. Humainement, je comprends qu'on puisse être déçu. Maintenant, il y a quand même une logique, c'est que le premier suppléant, c'est effectivement David Weitzman, qui, par ailleurs, connaît aussi très, très bien les matières de mobilité. Donc ça, je pense que ce sera vraiment intéressant et un plus pour le Parlement bruxellois. Pour le reste, si vous voulez, la ville de Bruxelles, ou plutôt le MR de la ville de Bruxelles, a souhaité s'articuler de cette manière-là, qui me semble aussi être assez cohérente. Vous n'êtes pas partie prenante dans ce genre de décision?
Ah non, non, non. Pour le moi, je ne Vous choisis n'avez pas choisi votre Non, je ne suppléant. choisis pas qui est mon suppléant, puisque la loi est très précise par rapport à ça. Donc moi, je n'ai aucun choix à faire dans ce cas-là. Alors, à Uccle, on voit un peu plus clair. Hein, depuis vendredi dernier, donc vous êtes bien tête de liste, ça c'est clair. Didier Reynders ne sera pas sur la liste. Est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup de personnalités qui pouvaient faire des gros scores qui ne seront plus là? Reynders qui n'est plus là, Armand De Decker qui n'est plus là, Marc Olls qui ne sera plus là. D'abord, il y a toujours, effectivement, dans l'histoire politique, quel que soit le niveau d'élection, il y a des changements de génération qui s'opèrent à un moment ou à un autre. Donc ça n'est pas tout à fait particulier, me semble-t-il. À côté de cela, Didier Reynders a fait un choix que je trouve être un choix de cohérence, et il a très clairement indiqué effectivement qu'il allait nous soutenir, mais de l'extérieur. Je pense que c'est vraiment un choix de cohérence. Pour autant, il nous appartiendra de défendre un bilan et de défendre des projets auprès des Uclois. Mais les projets comptent au moins autant que les hommes. Alors justement, il y a un homme qui ne s'entend pas avec vous, Marc Olls, qui n'a pas apprécié de ne pas être choisi comme tête de liste à Uccle, et donc il a décidé de faire sa propre liste, et il va convaincre une vedette locale indépendante, Stéphane de Lobkowicz. Est-ce que ça vous fait peur, cette liste indépendante qui sera face à vous? Vous savez, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je constate que l'entente au sein du collège, elle est plutôt bonne. Elle est plutôt bonne. On travaille bien ensemble. Moi, je l'ai dit souvent. Je veux dire, on a chacun nos qualités et nos défauts. Voilà, donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de continuer à travailler sans relâche pour Uccle. C'est notamment pour ça que je fais le choix de quitter le Parlement comme je m'y étais engagé. Pour le reste, ce que je trouverais dommage, c'est qu'il y ait comme ça ce que j'appellerais une alliance de la haine et de la revanche. Je pense que ce ne serait pas bon pour les Uclois. Moi, je constate effectivement que par moments, je lis ici ou là que j'ai l'impression que certains aimeraient que je ne sois pas venu sur Terre. Bon, pardon, je suis là et j'essaye de travailler du mieux possible avec une équipe aussi, il faut le rappeler. Est-ce que vous dites maintenant à Marc Olls qu'il doit revenir au sein du MR et de la liste MR? Est-ce qu'il est toujours le bienvenu dans cette liste? Encore une fois, chacun est libre de ses choix. On a opéré des choix de manière parfaitement démocratique, conforme à la loi communale. Ensuite, par définition, en politique, à un moment, vous gagnez, parfois, vous perdez. Donc moi, je ne suis pas un homme de conflit, mais je n'ai pas envie éternellement, si vous voulez, de passer de l'énergie ou du temps à penser les plaies des uns ou des autres. Je reste un homme de dialogue, de consensus, mais ici et maintenant, on doit travailler pour les Uclois d'abord. Donc s'il vient, ok, sinon... Tant pis. L'ambiance au MR est quand même un peu délétère avec la guerre entre De Stex et Dufourny à Ixelles, l'affaire Boll dont on a parlé. La guerre, si je puis me permettre, ce sont les médias qui disent beaucoup la guerre. Moi, en tout cas, je ne vis pas de guerre. Oui, mais donc, c'est problématique à l'approche des communales. C'est normal pour vous ou bien c'est parce qu'il y a des grandes personnalités qui veulent absolument trouver une place Vous savez, ce sera à 45 ans ma 5e élection communale, parce que j'ai commencé très jeune. Je n'en ai jamais connu de facile. Et je n'en ai jamais connu qui ne comporte pas, à quelques mois de l'échéance, différents soubresauts et différents remous. Donc je crois que ça fait malheureusement partie aussi de la vie politique. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas ce que souhaite le citoyen. Et je ne pense pas qu'il faille jeter de l'huile sur le feu en la matière. Alors hier, j'avais Didier Gauzoin ici qui disait qu'il allait choisir, lui, après 2018, entre la vie communale et la vie régionale. Est-ce que vous ferez un choix ou est-ce qu'en 2019, vous serez candidat au régional? Là, je suis candidat au communal et j'y suis entièrement consacré. Donc, après, c'est après. Je veux quand même noter au passage qu'il y a quand même quelque chose d'amusant parce que dans tout ce débat sur le fait d'être parlementaire, bourgmestre, échevin, c'est que ce sont finalement ceux qui sont à 2 pas de la pension et qui ont cumulé toute leur vie durant, qui tout à coup trouvent les plus grandes vertus au fait de ne pas être parlementaire et bourgmestre, pas parlementaire et échevin. Je pense que là, il ne faut quand même pas être dupe non plus. Je trouve que c'est un petit peu facile d'être dans le registre de « faites ce que je dis et pas ce que j'ai fait toute ma vie durant ». Moi, je ne donne de leçons à personne, mais j'invite chacun quand même à regarder un petit peu dans son assiette.
Alors pour terminer, parlons un peu des tempêtes qui ont un peu touché les bois et les parcs, et notamment le bois de la Cambre et d'autres parcs. On a vu que c'était un peu le chaos sur la signalisation en matière de voirie au bois de la Cambre. Comment est-ce qu'on peut arranger ça? Est-ce que vous pouvez vous mettre un peu mieux d'accord entre les différentes communes qui gèrent le parc? Oui, je pense qu'on peut faire plus, parce qu'on constate que lorsque le bois de la Cambre est fermé, c'est quand même un fameux chaos en matière de mobilité. Mon collègue Philippe Claus m'envoie un SMS, m'informe systématiquement. Donc vraiment, la collaboration est très bonne avec le bourgmestre de la ville. Mais je crois qu'on peut aller un petit peu plus loin. Et je l'ai toujours dit, en matière de mobilité, on doit aussi pouvoir s'appuyer sur les nouvelles technologies qui sont à notre service et à notre portée. Et donc je crois qu'en plus de ce qui est fait aujourd'hui, notamment, on est organisé quand même. On met des policiers au carrefour lorsque le bois est fermé, donc l'information circule. Mais je crois qu'on doit utiliser de nouvelles technologies, et notamment le fait d'imaginer que vous pourriez être informé à distance de manière, si je puis dire, spontanée du fait, par exemple, que le bois est fermé. Ça peut être quelque chose d'utile et de plus efficace, parce qu'aujourd'hui, je pense que dans beaucoup de cas, l'information vient trop tard. Lorsque le bois est fermé, ce n'est pas par plaisir, c'est parce qu'il y a un vrai danger. D'accord, ça, les gens peuvent le comprendre. Mais sur l'information, je comprends que les gens ne comprennent pas qu'avec les nouvelles technologies, ne soient pas suffisamment clairement et suffisamment rapidement informés pour essayer quand même de limiter les impacts. Et vous plaidez pour un bi-alerte mobile? Voilà, donc on doit voir effectivement maintenant, alors que ce soit un bi-alerte avec cette application par rapport à l'information des flux et de la mobilité, pourquoi pas. Ça peut être un autre système. En soi, ce n'est pas tellement le nom du système qui est important, mais c'est de savoir qu'ici et maintenant, d'un point de vue technologique, c'est quelque chose de faisable. Et donc, moi, j'ai envie de dire, eh bien, mettons-le en place, parce que ça va contribuer quand même à faciliter la vie d'une série d'automobilistes. Merci Boris Diliès. Vous retrouverez demain Stéphanie Meyer avec une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.